Chapitre 10. Une clé pour la liberté. Tous ceux qui me connaissent vous le diront. Je ne suis pas un grand sportif, mais je peux vous assurer que cette nuit-là, et même dans cette neige qui m'engluait les pas, j'ai couru comme jamais je ne l'avais fait. Il n'y avait guère plus de 20 mètres entre la maison à l'angle de laquelle je me cachais et l'entrée de la mairie. Je ne dus pas mettre plus de 7 secondes pour les franchir, mais ces 7 secondes-là me parurent interminables. À chaque foulée, je m'attendais à entendre derrière moi s'élever un halt semblable à celui qui avait accueilli Françoise tout à l'heure, ou, plus définitif encore, le tac-tac-tac-tac de la rafale qui me faucherait. Ce fut avec un sentiment d'irréalité, le cœur cognant dans ma poitrine, avec une telle force que je le croyais sur le point de défoncer mes côtes, que je grimpai les 4 marches du perron et, sans une hésitation, m'engouffrai à l'intérieur. Si un seul des SS était resté dedans, ou avait traîné pour enfiler ses vêtements avant de sortir, tout s'arrêterait là pour mocher Monsieur Antoine et moi. Dans la lumière jaune de l'unique ampoule, les patères s'alignaient, sinistres et vides, comme je ne les avais jamais vus, sans un chandail, un bonnet ou une casquette pour les égayer. Sur ma droite, la salle de classe, sur ma gauche, le bureau du maire. La porte en était encore fermée. Un instant de doute affreux, je craignais que M. Antoine ne les cadenassait. Si c'était le cas, la main prête à saisir la poignée, j'hésitais, ouvert, fermé. La vie tient parfois à peu de choses. Cette nuit-là, celle de Mosché et de notre instituteur ne tenait qu'à ce simple détail. Je saisis le bouton de porcelaine blanche, fermai les yeux et tournai. Il y eut une résistance, et je crus que tout était perdu. Je forçai, il céda. Je poussai le plus profond soupir de soulagement qui eût jamais monté de ma poitrine et fit pivoter le battant. J'écarquillai les yeux. On aurait dit qu'un ouragan avait traversé la grande pièce, plongée dans la pénombre. Monsieur Antoine avait toujours été un homme très soigneux. Le désordre, non, le chaos qui régnait à présent dans le bureau en était d'autant plus choquant. Tous les livres des étagères jonchaient le parquet ciré. On les avait arrachés à leur rayonnage et jetés au sol avec une fureur méthodique. Ils s'empilaient là, comme des oiseaux de papier foudroyés, déchirés, piétinés pour certains, des marques de bottes à crampons souillant les pages blanches. À cet instant, dans ce mépris de la culture et de ce qu'elle avait de plus noble, je compris, toute proportion gardée, que le règne des hommes en uniforme et de leurs croix détestables, de tous leurs semblables, en toute époque, en tout lieu, c'était ça. Les SS cherchaient-ils des documents secrets, des codes de la résistance? Soupçonnaient-ils M. Antoine d'en faire partie? Ou bien avait-il saccagé le bureau et anéanti sa bibliothèque par pur désir de détruire tout ce qu'il représentait? Un peu des deux, peut-être. Je n'avais pas le temps de me désoler de ce nouvel outrage. Il fallait, dans ce capharnaüm, que je retrouve la boîte et la clé. Je me précipitai donc vers le grand bureau, d'habitude toujours si bien ordonné, chaque élément à sa place, mais cette nuit recouvert de papiers en vrac, de dossiers éventrés. Je déblayai les uns et les autres pour tenter de trouver quelque chose qui ne s'y trouvait pas. J'en aurais pleuré de rage. Tous ces efforts, ces risques encourus par Françoise, Dédé, Gaston et moi, tout ça pour rien. Mosché et M. Antoine allaient mourir. Déjà dehors, j'entendais se répondre, plus proche d'instant en instant, les voix rauques des SS. Dans quelques minutes, quelques secondes à peine, ils seraient là. Je donnai un coup de pied par terre et j'entendis s'élever un bruit métallique. Quelque chose glissait parmi les papiers. Je baissai les yeux pour trouver, à moitié caché sous un exemplaire désossé de Notre-Dame de Paris qu'on avait déchiré en deux, la petite boîte à cigares. Je m'en emparai et, fébrile, la levai devant mes yeux pour la secouer. Il y eut un tintement. Elle était pleine. Je l'ouvris.
La clé était là. Comment les SS avaient-ils pu la rater? Peut-être l'avaient-ils fait tomber dans leur fureur dévastatrice? Perdue dans le désordre qu'ils avaient eux-mêmes répandu, avait-elle échappé à leur intention? Peu importe. Je saisis la clé, abandonnai la boîte désormais inutile et me ruai dans le couloir, puis à la porte de notre salle de classe. Il me fallut 3 tentatives pour réussir à introduire la clé dans la serrure, tant je tremblais en jetant des coups d'œil vers la place où je voyais se rapprocher les silhouettes noires et casquées de retour de leur chasse aux monstres mécaniques. Plus que quelques secondes et ils verraient le couloir, ils me verraient, moi, et cette satanée clé qui refusait de tourner. Je me rappelais que, chaque matin, M. Antoine pestait et se promettait d'huiler la serrure. Apparemment, il ne l'avait pas encore fait. Je balbutiai une petite prière. La clé tourna. Je poussai, pour me retrouver face à face avec Mosché et M. Antoine, qui me fixaient tous les deux comme une apparition. M. Antoine avait un œil poché et de vilaines ecchymoses sur le visage. Je devinais qu'on l'avait frappé. Il brandissait une des longues règles de bois dont il se servait pour nos leçons. Mosché serrait dans son poing le grand compas avec une expression hallucinée. L'un comme l'autre avaient décidé de vendre chèrement leur peau. « C'est moi, c'est moi !» leur répétais-je. « Je suis venu vous sauver !» Ça paraissait tellement fou, soudain, de prononcer ces mots. Moi, un simple gamin, défiant une troupe entière de loups de guerre. J'en avais le vertige et des frissons, comme si la folie de ce que nous avions tenté me rattrapait. « C'est toi qui ?» commença Mosché avec une expression émerveillée. « Tu as fait ça pour moi ?»« T'es mon ami ?» lui ai-je seulement répondu, la gorge serrée. Moi qui, en bon cantalou, n'avais jamais été très à l'aise pour exprimer mes sentiments. Monsieur Antoine s'exclama. « Bougre de gosse, c'était vous ce remue-ménage? Vous êtes fou? Même pour nous sauver. Vous savez que vous avez mis tout le monde en danger ici? Ces types-là ne plaisantent pas. Ils vont se venger sur le village. » Il avait raison. Nous n'avions pas pensé à ça, mais ce n'était plus le moment. Et il était trop tard pour faire machine arrière. « Faut y aller, ils reviennent !» Monsieur Antoine lança un coup d'œil vers la fenêtre pour constater que j'avais raison. Les premiers SS n'étaient plus qu'à quelques mètres du perron. Encore une poignée de secondes, et ils ne pourraient manquer de nous voir. Mais j'étais tellement content de retrouver le visage de mon ami, son regard à nouveau plein d'étoiles, celle de la confiance et l'espoir en l'autre, en l'humanité, que j'ai attrapé sa main et que je l'ai tiré vers l'arrière du bâtiment. Monsieur Antoine s'était lancé à notre suite. Nous avons traversé le couloir, priant pour que la porte de derrière, elle aussi, n'ait pas été bouclée. Bien au contraire, elle était grande ouverte et béée sur la nuit glaciale. C'était notre chance. Entraînant Mosché dans mon sillage, trop heureux de voir s'ouvrir devant nous le chemin de la liberté, je me ruai à l'extérieur. Sans réaliser que, si cette porte était ouverte, c'est qu'on l'avait empruntée avant nous.